Il est des hommes dont le nom devient une signature, des hommes dont le son traverse les époques sans jamais vieillir. De Douala à Paris, en passant par l'Afrique de l'Ouest, de Claude François à Nino Ferrer, sans oublier Manu Dibango et le groupe mythique Osibisa, Jean Dikoto Mondenge a sculpté le son d'une époque. On l'appelle le maître de la walkie bass, celui qui a fait marcher la musique africaine sur les plus grandes scènes du monde jusqu'au mythique Madison Square Garden à New York. Comment un enfant du quartier Akwa à Douala est-il devenu la boussole rythmique de plusieurs générations? Voici l'histoire d'un destin à 4 cordes. Voici Jean Dikoto Mondenge, l'architecte du groove. Le temps passe, mais certains héritages ne s'effacent pas. Celui de Jean Dikoto Mondenge vit dans les mains de ceux qui jouent aujourd'hui. Il n'a pas seulement marqué son époque, il a façonné celles qui ont suivi. Je remarque que les Camerounais sont bassistes. Bon, je suis heureux d'apprendre que je suis précurseur, je pense. Je suis patriarche et je l'assume. Et je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup de progrès. Les Camerounais ont travaillé, ils ont beaucoup travaillé. Et je suis heureux, je suis content. Sauf qu'il faut être original, il ne faut pas qu'on se copie. C'est comme si, quand je joue, il est évident que tout le monde remarque mon son. C'est ça qui est important. J'ai eu à travailler beaucoup de genres divers, du pop musique, tout genre de musique, quoi. Il faut être ouvert, il faut tout essayer, Et avec ça, au même moment, il faut s'écouter, il faut écouter les autres. Donc voilà, il faut essayer de se démarquer. C'est comme dans le football, tu ne restes pas sur place, il faut se démarquer. Il faut trouver une couleur personnelle. Il ne faut pas faire comme quelqu'un, comme les autres. C'est ça qui est important. Je dirais que
Là-bas, c'est camerounaise, apparemment. Et moi, je suis précurseur. C'est pour ça que les Camerounais ont célébré, m'ont rendu hommage grâce à Stéphane Manga, que je salue d'ailleurs au passage, qui me rend hommage, qui me rend hommage de mon vivant. Pinho senga só musiki. Le père de la baffe, ta mère. Our best father. Inalongo di paki pompondene. Jano, weponde golier. Mana piso pesele wa musa tete. Nangolo nyese na teno buiria. Diko salabwa. Nanga. Esele. Shabula bubi. Amuna samba ni odi piloko tibo muyenge di kasimo. Muti biso na sapalawe. Oi papongo tomi tomi. Oi so wapon je wambusa diko. Walane inala su la Cameroun no bossa. Mundi mwese mwe wambusa muna muyenge. We love you. We love you. Diko. We love you Dikoto forever. Dikoto alenge masoma. Masoma debolo bongo. Oh, petamo. Timasoma wa Babilutu nyamsa. Dikoto, père de la Bascame. Bananetina la sourboso. Bad body koto. Dikoto mandenge joa soa masoma. Nestor Azéro pour Martinique. Oh, j'ai le cœur de papa. Nous tout qu'à Dieu merci. Qui ouvre porte contre la gloire. On bouscule les codes et puis des belles footballs. Gentil qu'à Dieu merci. Dikota Mandenge, Ndende Mongo, au beauté du Nord, la Mano de Bago. Claude François, Mike Brown. Slim Pézin, Justin Boven, au bar. Pignon c'est garçon, musique. C'est la musique, même le silence fait partie de la musique. Soit, chama musiki wamboa. Na muledi. Dikoto. Dini pour la soie c'est garçon, on dit y'a pas. Quoi ça? Dis pas. Voilà. Voilà. Mokote mamuna iyo emende mandolo ye. Momende mandolo ye. Banda. Voilà. Isange Aqua. Loka. Frédéric Doumbé. Loka. André Manga. Loka. Maestro Stéphane Manga Colbaf. Makota mamuna yo mede mandolo ye. Mo mede mandolo ye. Abeya. Janoka. Mede mandolo ye. Loco. Pato bese Omboko mangando. Pato bese Adinyo sombi se dikoto. Binyo sombi se nusango, binyo sombi se moye.
bassiste africain et même la Caraïbe Dikoto. Merci. En noir, Mandinina Africa. La Doloso Bobingi me ubia sombandinga Nani koto abwe munyenge. Ah, mon frère Janokar, un grand espace, un petit. Et c'est fait. Je suis Richard Epesser, artiste, musicien, auteur, compositeur et bassiste. Voilà, Jean Dikoto Mandingue a traversé les générations. Jean Dikoto Mandingue, Jean local de préférence, est une figure de la basse camerounaise d'une première génération et qui a contribué à façonner les bassistes que nous sommes devenus. C'est Carlo qui m'a fait aimer la basse et franchement, et qui a ouvert la voie à tous les Camerounais qui sont des musiciens et qui aiment cet instrument qu'on appelle la basse. Je me souviens des premiers morceaux de Sibissa. La première fois que j'ai écouté, j'ai entendu une rythmique venant de la basse. Je me suis dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Non, merci Carl. Tu nous as donné une fierté qui devrait être retournée. Et moi, je te la retourne. Jeannot Karl est pour moi un instrumentiste patrimoine de l'humanité camerounaise, l'humanité africaine et l'humanité mondiale de la basse. Jean Dikoto, une véritable légende. La première grande star de la basse camerounaise qui a collaboré avec de grands noms comme Claude François, Mike Brandt et bien d'autres. Jeannot Dikoto a été le premier bassiste camerounais à tirer la basse au Cameroun vers le haut. Parce que, bon, tout pays confondu, dans l'international, c'est le premier qui a fait briller la basse camerounaise. Bon, moi, je suis arrivé après avec un autre langage. Mais Jeannot, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand je le vois, je l'appelle le précurseur. Il est très content et il a raison. Quel plaisir de témoigner, de dire quelque chose au sujet de celui qu'on appelait alors Jeannot Karl, Jeannot Dikoto Mandingue. Non, je savais que la réussite, le succès demande en réalité les mêmes ingrédients, quel que soit le domaine. J'ai la chance de l'avoir compris assez tôt. Et donc, autant Jeannot peut admirer les sportifs, autant il doit savoir que les sportifs l'ont admiré, l'admirent et ont vu ce qu'il a fait. Cette place de pionnier, être les premiers, c'est jamais facile parce que, évidemment, vous n'avez pas d'exemple devant vous et vous devrez servir d'exemple. Donc, il faut se battre pour ça. Il faut avoir du courage, il faut avoir du talent, il faut avoir de la persévérance, beaucoup de qualité. Et donc, bravo, Jeannot. Jeannot Karl, ou alors celui qui exprime vraiment la musique, la passion de la musique par sa tenue de la scène et le groove. C'est ce que j'ai appris de ce grand homme parce que j'ai eu la chance de voir quelques vidéos de lui à l'époque, quand il a fait ses grandes tournées avec Manu Dibango, à l'époque, dans les débuts, mais c'était incroyable de voir comment est-ce que il grouvait, non seulement musicalement, mais aussi visuellement. C'est-à-dire que la portée sur scène était tellement magnifique et électrifiante que j'ai appris que la musique, c'est la passion, plus le groove, c'est ce qui crée la grande musique. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer dans mon jeu de basse de tous les jours, et c'est surtout ce que j'essaie de transmettre à la future génération. Nous qui avons eu la chance d'avoir pour aînés ceux-là, de la trempe de Jean Dikoto Mandingue. Nous sommes heureux d'avoir appris et de pouvoir transmettre en retour. Merci à toi, mon cher aîné, Jean Dikoto Karl Mandingue.
toujours beaucoup d'amour. On s'est rencontrés plusieurs fois et j'ai eu la chance de t'avoir comme ami et comme un tonton que je respecte beaucoup. Au moulin Manandolo Niese. Merci encore. Merci. Onongona marilambo, natano natondo, naman mongele na, utungone gori. O amuna tite tonaro tombino ikon, tonjanu sakila ulambo ke malimbende. Et c'est les écoulés du Momene Songo. Ça, c'est Jean du Koto Mandenge. Ah ouais. Dikendi, dikendi. We got it, everybody got it. Wele, chama, wele, numa, chama, wele, numa, bonta. Yeah, big up. Je suis Bobby James Dengime du Cameroun. I'm Bobby James Dengime from Cameroun. Alors, je vous parle aujourd'hui d'une légende, Monsieur Jean Dikoto Mandenge, dont je suis fier d'avoir travaillé à ses côtés. Dans ses projets, il m'a toujours fait confiance comme père et fils. Alors, une légende comme Dikoto Mandenge en a inspiré tant d'autres. Si tous ceux qui sont des grands bassistes aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou en Afrique, ils ont suivi Jean Dikoto Mandenge qui a montré le chemin, qui était l'arbre même de la basse, la walking bass. C'est quelqu'un qui a toujours eu une facilité d'adaptation et surtout un son unique. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a été très souvent sollicité par les plus grands comme Claude François, Mike Brown, Nino Ferrer, Manu Dibango, Slim Pesin et bien d'autres. La liste elle est longue. Aujourd'hui, le Cameroun regorge une panoplie de bassistes à l'international. Si on a eu tous ces bassistes, c'est parce qu'on a eu des bonnes bases. On se connaît formellement depuis une dizaine d'années, mais moi je l'ai connu avant qu'ils me connaissent. C'était en 1968, je crois. Une chanson d'un chanteur français, guadeloupéen, du nom d'Alain Chély. C'était l'époque des 45 tours. Alors cette chanson m'avait beaucoup impressionné, notamment à cause de la basse. Et c'est quelque temps après que j'ai appris que le groupe qui accompagnait donc Jeannot, c'était les Manu Dibango Brothers, avec Manu Dibango à leur tête. Et le bassiste, c'était Jean Dikoto Mandenge. Donc ça a commencé là, ça s'est poursuivi avec des interprétations comme celle de Bella Bello, décédée aujourd'hui, dans Rokia, etc. Donc c'est né de là. Et j'avais 13 ans à l'époque. Alors c'était tellement intéressant que je pense que c'est lui qui a fait en sorte que je devienne bassiste. Tout commence à Douala. Autodidacte, il apprend seul, à l'oreille, à l'instinct. Nourri par les sonorités de la rue, les rythmes urbains et les influences multiples de la ville, rien n'est planifié. La musique n'est pas un projet, encore moins une carrière. C'est une aventure, une échappée, un appel intérieur. Issu d'une famille modeste, il avance avec peu de moyens, mais une curiosité sans limite. Dans ses souvenirs d'enfance, il y a les premiers sons, les premières émotions, et déjà cette volonté de comprendre la musique de l'intérieur. À ses côtés, un camarade de classe, Eboa Lotine, dont il garde un souvenir marquant. Sans le savoir, il écrit déjà une page de l'histoire musicale camerounaise. Je ne suis pas né bassiste. J'ai travaillé la guitare sèche personnellement, sans professeur. On écoutait les disques, on écoutait les musiques venant d'ailleurs, de l'Europe, des musiques de l'Afrique de l'Est, du Congo. On mélangeait tout ça, parce que comme je suis né à Douala, au Cameroun, d'ailleurs, je vous précise que c'est la capitale économique du Cameroun. Donc, à l'époque, avant l'indépendance, il y avait des bateaux, des grands bateaux qui accostaient, et les marins descendaient avec des musiques différentes, notamment des pop music, la pop musique, et tout genre de musique. Ben, c'est comme ça qu'on a commencé à fredonner ensemble. On était à l'école primaire, et j'ai eu un acolyte qui malheureusement ne vit plus, qui s'appelle M. Eboa Lotin. On était à cette école primaire ensemble, le lycée d'Aqua. Chaque soir, après les cours, on se réunissait
avec une guitare sèche qui avait 2-3 cordes comme ça, malheureux. Et on essayait d'interpréter ce qu'on entend autour de nous, parce que tu sais, on est souvent ce qu'on écoute, on interprète souvent ce qu'on écoute souvent. C'est un peu ça, quoi. C'est à partir de là que j'ai commencé à émerger, non seulement à la guitare et en même temps à la basse. Il n'y a pas de hasard. Je crois que j'étais monté pour être musicien. Mes parents n'étaient pas spécialement aisés à Akwa. Je suis né à Akwa. Et il est évident que quand on a faim, on a envie de faire quelque chose. Bon, on tournait en rond, mais je n'avais jamais prévu que la musique serait mon métier. C'est parti progressivement, quoi. J'ai décidé d'aller en aventure. Ça a commencé surtout pendant les moments d'aventure. Je suis à 16 ans, en 1900, après l'indépendance, quoi. En effet, j'ai quitté le Cameroun. Je devais avoir 16-17 ans. Et j'ai traversé l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est là que c'était le carrefour des aventuriers, je peux dire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment, comme on dit en Douala, on dit Ndoutunyali Makane. Ça veut dire, quand tu souffres, tu as quelque part d'autres inspirations, quoi. Avant l'Europe, il y a la route, les nuits sans fin, les scènes improvisées. Avec le mythique Rico Jazz, il traverse l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, Monrovia, Accra. Chaque escale est une école, chaque public un test, chaque concert une révélation. C'était la première fois que je suis rentré dans un cabaret. Quand je partais du Cameroun, je ne connaissais pas les cabarets. Et c'est à Abidjan que j'ai connu le cabaret. Quand j'ai été découvert par un certain Fax Clark, je veux le dire. Fax Clark était un musicien ivoirien qui résidait en Europe, effectivement, qui résidait à Bruxelles, je crois, à Bruxelles, et qui avait même rencontré l'ancien Camerounais qui s'appelle Manu Dibango. À cette époque, moi, je ne connaissais pas Manu Dibango, mais il me parlait de Manu Dibango. Et c'est dans la rue, pendant qu'on jammait dans la rue, on était dans la rue, jammait avec une guitare sèche que lui, passant par là, il a écouté et il m'a entraîné dans son cabaret. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer dans ce cabaret. Et ça m'a appris beaucoup de choses, évidemment. Lui, il jouait la trompette. Et moi, j'étais à la guitare. Et il y avait d'autres musiciens ivoiriens. Nous avons formé un genre de groupe. Et voilà, ça a commencé par là. Je tournais en Afrique de l'Ouest. Je me suis retourné en Côte d'Ivoire à un moment donné. Au Libéria, notamment à Monrovia. J'ai amené les musiciens des Ivoiriens. Comme j'étais devenu le chef d'orchestre dans le cabaret de Fax Clark à Abidjan, qui s'appelait Mon Village. J'étais le chef de ce cabaret parce que c'est moi qui entonnais les chansons et c'est moi qui avais fait le répertoire. Donc j'ai pris tous ces musiciens et on a fait encore l'aventure. On est parti d'abord on est passé par la Guinée et on s'est retrouvé au Libéria comme par hasard. On était dans la rue parce qu'on est venu en aventure, c'est toujours difficile. Donc les musiciens ivoiriens ne pouvaient pas tenir le coup. Ils ont souhaité retourner en Côte d'Ivoire. Moi, je suis resté avec un autre Camerounais que j'avais engagé. Et c'est qu'on avait changé de nom.
Je m'appelais Jano Kalonji parce que les Congolais avaient beaucoup de succès, donc je m'étais devenu Congolais là-bas. Et là-bas, je m'appelais Jano Kalonji. Et mon ami camerounais qui était avec moi, que j'avais entraîné, devait s'appeler Gilbert Kalonji. C'était mon frère. Donc c'était Jano et Gilbert Kalonji. Donc finalement, entraînant en ville, en marchant, il y avait un orchestre qui répétait. C'est un orchestre de police d'ailleurs, comme par hasard. Et on était attirés par le son de ce groupe. Ils jouaient du high life. Et on s'est présenté là-bas pendant qu'ils répétaient. Que si vous voulez, on a dit qu'on était des musiciens aussi. Ah ouais, les musiciens, vous deux, vous pouvez faire. Puis la route mène plus loin. Paris. Ses clopes en fumée, ses nuits électriques. Dans cette effervescence, une rencontre change tout. Manu Dibango. Un regard, un conseil, une direction. Changer d'instrument, abandonner la guitare pour la basse, un choix radical. Mais parfois, une vie bascule à une seule décision. J'arrive à 64. Comme j'avais l'adresse des étudiants congolais qui s'appelaient la MEC à Métro Gobelin, la MEC, Maison des étudiants congolais. Et je suis arrivé là-bas en plein hiver. Donc voilà, j'ai tapé là-dessus. Je me suis présenté, j'ai dit j'étais membre du groupe Rico Jazz. C'est un groupe congolais que j'avais intégré au Libéria. Donc, comme eux, ils n'ont pas pu descendre à Marseille, comme on a pris le bateau Général Magin, on a pris ce bateau ensemble, mais eux, ils étaient rapatriés, je ne sais pas, parce qu'ils n'avaient pas de visa. Bon, moi, j'avais ni visa ni passeport, mais mystiquement, je suis descendu. Voilà, ça c'est un point, pas une parenthèse encore. Donc, j'étais donc à la MEC, Maison des étudiants congolais. Ils m'ont offert une chambre, ils m'ont offert l'hébergement. Ils m'ont donné une chambre qui était libre des étudiants. Alors, heureusement, par chance, ils avaient un orchestre dans l'orchestre des étudiants qui répétait souvent. Je les entendais. Je suis allé à la répétition. En bas, j'étais au 5e étage, je crois, ou 4e, 5e. Je suis descendu les écouter. Je me suis proposé à la guitare. Ils m'ont demandé, wow, vous jouez. J'ai joué, ça les a effectivement éblouis. Et j'ai commencé à répéter avec eux. Et puis, il y a un d'eux qui m'a annoncé une autre fois que Manu Dibango a téléphoné parce qu'il a entendu parler de moi comme guitariste. Je dis, mais c'est qui Manu Dibango? Je ne connais pas Manu Dibango. Ils se sont mariés. Ils ont dit que Manu Dibango, c'est un musicien camerounais qui loge effectivement à Paris, qui vient d'arriver à Paris. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Il m'invite pour aller répéter avec lui. Il veut former un groupe. Je dis, d'accord, donc il faut qu'il rappelle. Effectivement, il a rappelé. J'ai pris le téléphone. Il m'a dit, allô, oui, c'est Jano. Oui, je dis, oui, c'est Jano. Il dit, ici, c'est Manu Dibango. Je dis, mais c'est qui? Il m'a dit, je ne vous connais pas. Il dit, vous allez me connaître. Donc, oui, je dis, c'est quoi? Il me propose d'aller les rejoindre pour une certaine répétition avec une guitare. Bon, j'ai emprunté la guitare chez les Aélois, les Congolais. Une guitare électrique que je n'avais pas, bien sûr. Et ils m'ont donné rendez-vous. Il était avec M. Jean-Paul Sopo-Puizo, que je salue au passage, qui était un peu sérieux. Quand je suis descendu avec la guitare pour aller les rejoindre, j'étais perdu longtemps dans le métro parce que c'était la première fois que je prenais le métro.
pour arriver à l'heure. J'étais arrivé au moins 1 heure en retard. Et voilà, ils ont dit, j'étais arrivé en courant avec la guitare, comme j'ai trouvé quand même. Voilà comment ils sont les Camerounais. On l'invite à 2 heures, il arrive à 3 heures. Ils m'ont blâmé en tout cas. Bon, moi je me suis excusé. J'ai dit, c'est la première fois que je prenais le métro, j'étais perdu dans le métro. Ok, on est descendu dans la cave. C'est comme ça donc que j'ai rencontré Manu Dibango. J'étais guitariste quand je suis arrivé chez Manu et en sortant, je suis devenu bassiste. Et comment? On a répété pa pa para para pa para para ta ta la la ta. On a répété des morceaux genre blues, rhythm and blues à la guitare. Et Manu s'est arrêté un moment, il m'a dit mais c'est bizarre parce que quand tu joues, j'ai l'impression d'entendre la basse. Les basses, tu joues l'accompagnement avec les basses et tout. Je dis, oui, c'est comme ça, puisque c'est au Libéria. Ils sont un peu américains. Et c'est là-bas que j'ai appris à jouer le blues, le rock and roll en général, le rhythm and blues. Il me dit, ah bon, ok, donc on va essayer le tuba blues. Walking bass, comme on m'appelle. Donc, il me dit, vous voyez le monsieur qui est debout là? J'ai regardé, je ne voyais personne. Ben, monsieur Manu parlait de la basse, la contrebasse. Le monsieur qui est debout là, ou la dame, comme je vois toujours personne, il me dit, mais l'instrument qui est là? Je dis, mais c'est la contrebasse. Il me dit, oui, essaye ça. Je dis la guitare, il dit laisse tomber la guitare, essaye ça. Ok, j'ai pris la contrebasse, c'est fretless, ça veut dire qu'il n'y a pas de, tu ne peux pas savoir où est le do, le fa. Donc évidemment, c'était un peu difficile, mais j'ai pris un peu de temps pour essayer de mémoriser, regarder. C'est à l'oreille, bien sûr. Bon, j'ai trouvé, je dis, essaye quelque chose. Voilà. Et c'était parti. Ça s'est passé tellement vite que Manu m'a dit, tu restes là. Et on a tourné à la Côte du Nord. Et c'est comme ça qu'on a pris cette contrebasse. C'était avec la contrebasse. Je ne suis plus allé en tournée à la guitare. Je suis parti en tournée à la contrebasse. On l'a attaché en haut de la 2 chevaux. Une voiture qui fait comme ça. La vieille 2 chevaux dans l'époque. Et on a passé tout l'été à Côte du Nord, à 5 en Bretagne, en France, à la contrebasse. Voilà. Comme ça que je suis devenu bassiste. Pendant 7 ans, Jean Dikoto Mandingue devient le métronome humain de Claude François. Puis viennent entre autres Nino Ferrer et Mike Brandt. Des univers différents, des styles variés, mais une constante, sa capacité à s'adapter sans jamais se régner.
avec le magazine Podium et votre serviteur Claude François qui va répondre à une lettre. Attention, pourquoi ne ferais-tu pas un film Claude François sur scène, un show filmé qui passerait dans tous les cinémas de France? Cherche une fille amoureuse d'un garçon, oui, cherche. Cherche un garçon ni trop sage ni trop fou. Cherche un garçon qui ne soit pas jaloux. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier? Tout le monde avait peur de Clo-Clo. C'était un nom qui résonnait trop fort. Et on disait qu'il insultait les musiciens et tout. Quand tu fais une faute. Donc tout le monde avait peur. J'avais une copine qui s'appelait Dominique, une Française. Elle travaillait à la société. Elle travaillait en tout cas. Et à chaque fois le soir qu'elle venait, elle me trouvait à la maison. Tu n'es pas allé à l'audition de Clo-Clo? Je dis non. Oh là là, Jean, fais attention, on va... C'est comme ça qu'elle réagissait. Et moi, j'avais peur. Mon corps battait. J'avais peur, bien sûr. Mais un jour, elle est arrivée, bien sûr. Elle est arrivée un peu plus tôt. Elle m'a dit... J'étais en train de répéter à la basse. Elle m'a arraché la basse. Elle a mis dans le sac et dit, tiens, va chez Claude François. Je dis, d'accord. Et comme j'habitais 111 avenue Victor Hugo à Paris, dans le 16e arrondissement, je n'avais qu'à marcher à pied jusqu'au boulevard Exelmans, oui, qui était aussi dans le 16e arrondissement, pas très loin de chez moi. J'ai marché à pied, je suis arrivé là-bas, il était à peu près 16 heures. Oh, on m'a vu, c'était un bureau, un immeuble de 4 étages. J'avais peur, toujours trop peur. Mais je suis entré, j'ai pris le courage. Il y a une dame qui m'a reçu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu à l'audition? Oui, madame. Elle me dit, voilà, allez-y là-bas. Il y a la cave, il y a là-bas. Vous allez trouver le pianiste. Il s'appelle monsieur René Ultreguer. Mon cœur battait fort, bien sûr. Il a rigolé, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je suis venu à l'audition. Ah bon, il a ri. Il n'y a pas de noir qui joue ici. Hein. Ils ont fait comme ça. Il n'y a pas de noir. Mais vous êtes américain? Je dis non, je suis africain. Je suis camerounais. Il a dit, en plus, Cameroun. OK. Déballez, mettez votre... branchez-vous. J'ai pris du temps parce que je tremblote. J'ai eu la tremblote. Et voilà, j'ai pu me brancher. Je lui ai fait la gamme de Do. Il me dit, attends, on ne joue pas en Do, t'inquiète. Je vais te dire, va à mi bémol. Merde. Ça sonnait comme une bombe. Mi bémol, j'ai commencé à... C'est à l'époque, il faut te signaler que je ne lisais pas, mais mon oreille était branchée, quoi. Alors donc, je suis allé à mi bémol. Il me dit, on joue sur Belle, Belle, Belle. Un jour, mon frère me dit, piston, je te vois sortir le soir. Attends là. Il fait ça au piano. J'écoute. Il me dit, mec, jouez avec moi. OK. Je dis, reprenez. Il a repris. Un jour, mon père me dit, fiston, il a repris. Je l'ai suivi à la lettre. Belle, belle, belle comme le jour. Il s'est arrêté, il m'a regardé, il me dit, reprends encore, si ce n'est pas le hasard. Il a rejoué la même chanson, j'ai fait la même chose. Il me dit, OK, j'entends quelqu'un qui arrive en courant, là-haut, là. C'était qui? Claude François qui rentre, boum. Qui vient de jouer? René Triguet dit, c'est le monsieur qui est là.
Il s'appelle Jeannot. Il me dit, c'est lui qui va jouer. Répétez, programme la répétition avec lui. Et voilà. C'est comme ça donc j'ai commencé à venir répéter avec l'orchestre, tout l'orchestre, pas seulement le pianiste. J'ai fait l'audition avec seulement le pianiste. Maintenant, tout l'orchestre est venu. Batterie, trompette, guitare, tout le monde. Et je répétais avec Manu un moment, et après Manu, je venais jouer, répéter avec Claude. Puisque Claude répétait un peu plus tard. Ça tombait tellement bien, c'était synchronisé. Je répète à la Bohème, vers les 14h, vers 16h, 17h, je vais au boulevard Eisenman, je prends ma basse. Et Manu du Bango, le Slim, tout ça, ils ne savaient pas que je jouais avec Claude François. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là! C'était tout à fait impressionnant. C'est là que j'ai découvert effectivement, dans la répétition générale, il y a donc les claudets, c'est comme la scène, comme sur scène, mais en répétition, avec les claudettes qui dansent, qui sautent avec lui-même, Claude François. Et c'était impressionnant. J'ai commencé à y prendre vraiment goût et à changer ma mentalité et tout, d'être très ponctuel et très propre. J'ai commencé donc à faire les tournées parallèlement. Il ne faut pas oublier que je jouais aussi avec Nino Ferrer, j'avais avec Mike Brown. C'est Manu Dibango qui, au début, jouait avec Nino Ferrer aussi. Et un jour, il partait en répétition et il est passé devant ma maison dans le 16e arrondissement, là où j'habitais, 111 avenue Victor Hugo. Il est venu. C'était comme ça qu'on s'appelait. Je dis, mais il y avait ou Manu Dibango ou Benz qui connaissait ça. Benz, il est andinais, c'est un autre Camerounais, malheureusement, qui est aussi décédé. Paix à leur âme. Je suis sorti, j'ai vu Manu. Il m'a fait ça. Donc, je suis venu, il dit, où tu vas? Il dit, si tu veux venir avec moi? Je dis, tu vas où? Il dit qu'il va répéter avec Nino Ferrer, que je l'accompagne. Bon, je dis, ok, j'arrive alors. J'étais en train de faire la queue de bœuf comme d'habitude. Je suis venu, j'ai éteint le gaz qui était allumé, la queue de bœuf qui était en train de bouillir. J'ai dit à Manu que tu m'emmerdes parce que je suis en train de faire la queue de bœuf. Il dit, ben, au retour, Coco ne fait que des œufs d'ailleurs, ça tombe bien. Coco, c'était sa femme. Il me dit que Coco ne fait que des œufs. Il en a marre de manger les œufs. Et ça tombe bien que je fais la queue de bœuf. Au retour, on va manger la queue de bœuf. OK. Donc, on est parti. Donc, je suis parti avec lui. On arrive chez Nino Ferrer, quelques 4 musiciens, parce que lui-même, Nino, il est bassiste. Je suis assis au coin. Ils ont répété, joué, j'écoutais seulement. Manu jouait le saxophone, bien sûr. Il avait un pianiste. Et Nino, lui-même, il jouait la basse et chantait. À un moment donné, pause. Il est parti aux toilettes, quelque chose comme ça. Et pendant la pause, il discutait, l'autre qui fumait des cigarettes, tout ça. J'ai pris la basse de Nino qui était par terre juste devant là où j'étais assis. J'ai fait quelques notes et tout. Et
Nino est venu là-bas, il a dit, mais qui c'est qui joue là-bas? Il m'a trouvé avec sa basse. Il dit, mais reste là. Essayons. Messieurs Wilson Piquet, je vous ai êtres noirs. C'est ça qu'il chantait. Et j'ai joué ça spontanément. Il a dit, mais merde, alors, Manu, tu as un bassiste comme ça, tu me laisses fatiguer? J'ai dit, ouais, je ne savais pas que tu voulais. OK. Il me dit que, c'est comment vous appelez? Il m'a dit. Je dis, c'est Jeannot. OK, monsieur Jeannot, tu restes là. Je dis, mais je suis occupé, moi, je joue avec Claude François. Ah bon, vous jouez qui? Mais bon, vous pouvez venir quand vous voulez. Il m'a dit, OK, j'ai dit d'accord. C'est comme ça que je fredonnais avec lui de temps en temps. Je jouais aussi avec Mike Brown. Mike Brown, c'était mon ami, mon copain. Il habitait avenue Victor Hugo, je crois, au même côté que moi, de 117 ou quelque chose comme ça. Donc, il était mon ami. Il venait, on avait un contrat avec Manu dans un club dans le 16e. Un club dans le 16e. Voilà. Donc, Mike Brown venait souvent là-bas. Il n'était pas musicien, rien. Il venait comme pour s'amuser. Un soir, il a dit qu'il veut faire le bœuf. Il chantait des trucs bizarres. Il chantait des trucs. Et c'est comme ça qu'il a commencé à répéter avec lui et qu'il est devenu le Mike Brown qu'il est. « 1973, Londres. Avec Osibissa, la musique change de dimension. L'Afrique ne s'adapte plus au monde, elle dialogue avec lui. Rock et groove fusionnent. C'est en 1973 que j'ai intégré le groupe Osibissa, qui sont venus me chercher à Paris. Quand ils ont entendu, ils m'ont vu jouer avant, les musiciens de ce même groupe. Donc, j'ai nommé Sola Mafio, Teddy Ossé, Marc Tonto, etc., etc. Donc, je jouais avec Manu dans un club à Paris quand ils m'ont découvert. Ils s'étaient passés faire un tour, une tournée française. Et on jouait à Pigalle dans un truc avec Manu, dans un club quelconque, qui s'appelait Jack Club. Donc, ils ont toujours cru que j'étais américain, puisque je jouais des morceaux de rhythm and blues, le blues, le jazz, de 12 messieurs. C'est ça qui m'a valu le nom de Walking Bassman. Donc, c'est comme ça donc ils sont venus me chercher à Paris une année mais en 1973. Il y avait un contrat Warner Brothers qu'il fallait signer et faire la tournée Amérique, Australie, tout ça. On a commencé avec l'album qui s'appelle Happy Children. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu membre du groupe et bassiste du groupe Osibissa. Son empreinte reste profondément visible dans la musique camerounaise, notamment dans le makossa.
Elle influence encore aujourd'hui des générations de bassistes. Son son est devenu une école, une référence, une signature. J'étais au top à cette époque-là. Et j'ai travaillé avec, comme je l'ai dit avant, avec les Bois-Lotins, qu'on a fait Matumba, Matumba, Mamboa, Meseba. On a fait Bessombe. J'ai fait ça, tout ça, avec les Bois-Lotins tout seul. Je crois que le public camerounais a apprécié. Et avec les Kamito, c'est Bouléa, Dibobe, Dishiba, Tewande, oui, Nona, Tondino. Donc, j'ai fait tous ces tubes-là, tout ça, c'est des tubes. Et j'ai marqué, c'est ma marque. C'est moi, quoi. C'est un peu ça qui a fait que les musiciens sont flashés. Donc aussi, ça déjà, c'était mondial. Ce n'était pas au niveau de la France seulement, c'était Madison Square Garden et les tournées avec des gens comme Bootsy Collins, Funkadelic, Mandrid, des groupes Kool and the Gang, des groupes comme ça. Donc, Earth and Fire. On vous entend pas. Aujourd'hui, le patriarche vit plus discrètement. Le temps a ralenti les rythmes des scènes, mais pas celui de ses doigts. Jean Dikoto Mandenge continue d'écouter, de ressentir, de rechercher le groove parfait. Après près de 60 ans de carrière, il aspire à une vie plus simple, entouré de sa famille, de ses proches. Non, je n'ai pas pris de recul, j'ai pris de l'âge et de la sagesse. Et je ne peux plus jouer comme avant, je ne peux plus faire des tournées, je peux plus... j'ai des petits bobos ci et là. Je ne peux plus aller loin, quoi. Mais bon, je suis toujours dans l'âme de musicien. Mon quotidien, c'est de vivre l'amour, faire l'amour, être avec les gens qui m'aiment, mon fils, mon petit-fils, mes nièces, ma famille, mes amis, comme Sansouango, il est là, Sansouango. Il n'est pas musicien, mais il est en train de devenir musicien parce qu'il m'a suivi à la lettre. Moi, c'est Daniel Mboa, petit-fils de Dikoto Mandenge. Il aime bien dire son neveu, mais bon, je suis son arrière-petit-fils. Lui et nous, les relations sont très, très, très spéciales. Il prend soin toujours de prendre les nouvelles de tout le monde, de moi, de toute la famille, de tout le quartier, de tout le village. Il n'est pas ce genre de star fermé. Il est plutôt cette star qui s'ouvre à tout le monde, accessible, toujours prêt à aider, toujours à l'écoute. Et il est toujours en train de distribuer la joie, comme la plupart de ses musiques. Vous voyez, ses musiques parlent plus d'amour, de joie, ça envoie des messages, c'est ce qu'il est. À travers le parcours de Jean Dikoto Mandenge, c'est toute l'histoire de la musique camerounaise et de son rayonnement mondial que nous célébrons. Son chemin rappelle une vérité essentielle. Avec rigueur, travail et fidélité à ses racines, on peut conquérir le monde sans se perdre. Et son message demeure simple. Le rythme dépasse les frontières, il est le cœur qui bat en chacun de nous. Quand je ne serai plus, je crois que mon fantôme sera toujours là. J'aimerais que le Cameroun continue à monter avec la paix et tout, que les musiciens continuent à progresser, qu'il y ait des écoles peut-être de musique, et voilà quoi. Le problème avec les Camerounais, ils ne savent pas jouer en groupe. Tout le monde ne peut pas être star, c'est ça le problème. C'est pas si je suis star, ça ne veut pas dire que le batteur qui joue avec moi est star aussi. Il faut qu'il écoute et qu'il fasse son service de batteur. Et tout le monde n'est pas star. Donc,
ce système de Star Voice qui persiste au Cameroun est dangereux. Il faut d'abord passer par être musicien comme nous avons fait, accompagner les stars, si vous voulez, et puis après, on devient star soi-même. Jean Dikoto Mandingue n'a pas seulement suivi le groove du monde, il lui a donné une direction.